Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h17 sur Sud Radio. Mon invité politique aujourd'hui, c'est la porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le discours de la Palme d'Or, Justine Triet, qui ne passe pas auprès de la ministre de la Culture. L'avenir de la réforme des retraites, mais aussi le futur projet de loi, immigration, ou encore la Première ministre qui s'en prend au RN, héritier selon elle de Pétain. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord, c'était ce week-end la fête annuelle de Lutte ouvrière. Ça continue encore aujourd'hui. Elle a lieu dans le Val-d'Oise. Ça se passe comment? Quelle ambiance? Il y a du monde cette année? Beaucoup de monde. Je crois que cet avant-goût de fraternité que nous avons ressenti pendant la mobilisation contre la retraite à 64 ans a joué et a donné envie à beaucoup de gens d'être au rendez-vous. Donc effectivement, on a plus de monde, il fait beau et puis eh bien voilà, c'est l'occasion de discuter dans tous les sens, de s'amuser, de partager aussi, de découvrir beaucoup de choses et y compris de refaire le monde. Donc c'est un bon moment. Un vaste programme, en tout cas un bon moment. Et vous sentez clairement un effet réforme des retraites, mobilisation là-dessus, ça a joué plus en nombre finalement? Oui, je pense. Des militants aussi en hausse ou pas? Je pense. Alors, beaucoup, en fait, ça, on verra sur le long terme, mais vous savez, on parle beaucoup de... Enfin, Emmanuel Macron a parlé d'un processus de décivilisation. Enfin voilà, on devenait tous des sauvageons, c'était chacun pour soi, l'individualisme, etc. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce terme-là? C'est pas du tout ce qu'on a vécu, en tout cas, dans les 4 mois de mobilisation. Et au contraire, on a vécu, et je trouve que ça a été une situation qui a fait renaître plus qu'un sentiment de solidarité, le sentiment d'appartenir finalement à un camp, à une classe sociale qui vibre, qui aspire aux mêmes choses et qui a envie de se battre pour changer son sort, pour se faire respecter. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de fort. Et je pense que ça a donné l'envie, effectivement, à beaucoup de partager, d'être ensemble, de revivre ces moments-là. Et c'est vrai que la fête de lutte ouvrière, c'est l'idéal pour ça. Vous l'avez dit, en tout cas, partage, échange. Mais pour le coup, vous l'avez expliqué ce week-end, pas question pour vous de faire alliance pour autant avec à gauche. Vous estimez d'ailleurs que la NUP n'a que peu d'avenir, qu'elle n'a qu'une espérance de vie, en l'occurrence, que très courte. Ah non, mais moi, je suis pas cartomancienne, je n'en sais rien. Je reprends vos mots là-dessus. C'est ce que vous disiez, en l'occurrence. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais moi, non, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est de toute façon qui ne seront pas unis aux européennes. Mais c'est pas ça que qui fait ma différence. Nous, Lutte ouvrière, nous nous singularisons par le fait que nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement de lutter contre Emmanuel Macron. On a face à nous toute une classe sociale. Une classe capitaliste qui aggrave l'exploitation et qui nous fait les poches, y compris avec cette flambée des prix. Parce que l'inflation, c'est pas une loi de la nature. Mais c'est parce que dénonce la France Insoumise d'une certaine manière ici. Donc pour nous, notre horizon ne peut pas se limiter à l'élection de 2027. Notre horizon, ce n'est pas conquérir tel ou tel, ou défendre tel ou tel droit, c'est de changer tout un système, renverser le système capitaliste qui nous plonge dans des crises sociales, économiques, une crise climatique, qui met en péril l'avenir de la planète et qui nous mène aux guerres. C'est tout ce système-là qu'il faut changer. Et ça changera en s'appuyant sur le monde du travail, par en bas, pas par du haut de l'Élysée ou de Matignon. Parce que vous avez l'impression que c'est que du discours du côté de la France Insoumise ou du Parti communiste, qu'on est plus dans l'optique de 2027, finalement ce ne sont que des mots ici? Ils sont clairement dans l'optique de revenir d'essayer de reconstruire une union de la gauche. Voilà, c'est ça leur optique. Mais je le répète, à chaque fois que on a eu la gauche au pouvoir, on a été confronté exactement aux mêmes exploiteurs, aux problèmes de salaire, aux problèmes, y compris sur la retraite. Aujourd'hui, ils nous expliquent tous, et c'est vrai de Le Pen aussi, votez pour moi en 2027, vous serez sauvés, on reviendra sur la retraite à 64 ans. Tout ça, c'est de la foutaise. Qui, au pouvoir, est revenu sur les reculs imposés par leurs prédécesseurs? Est-ce que la gauche, quand elle est revenue au pouvoir, elle est revenue aux 60 ans alors que Sarkozy les avait fait passer à 62 ans? Non, vous voyez. Et y compris Hollande, lui, il en a rajouté une couche avec la réforme Touraine.
Hein. Donc, pourquoi ? Parce que quand ils sont au pouvoir, y compris la gauche, eh bien, Donc la NUP, c'est une gauche réaliste, entre guillemets, qui trahit les idéaux de la gauche, de la vraie gauche, telle que vous la définissez. Il faut être capable au pouvoir. Il faut être capable au pouvoir de s'affronter avec ceux qui dominent l'économie aujourd'hui, c'est-à-dire une classe capitaliste qui, avec ses milliards, impose ses choix, et ses choix, bien sûr, en fonction toujours de ses profits, de sa rentabilité, de ses cours boursiers, jamais en fonction de l'intérêt général. Il faut être capable de s'affronter à elle. Il faut être capable de dire, eh bien, finalement, hein, les Total, les Engie, les Cargill, les CMA, CGM, tous ceux qui, aujourd'hui, donnent le là en matière économique, eh bien, ces gens-là, on va leur interdire, et y compris, on doit viser même. Moi, on les fait on doit viser disparaître leur expropriation. Moi, ça me choque qu'un groupe comme Total Énergie, ait la puissance d'un État. Parce que finalement, les décisions que Total est en train de prendre, quand il planifie ces nouvelles exploitations de pétrole, mais je peux vous dire que ça a autant de conséquences que la planification écologique du gouvernement. C'est ça la réalité. Donc on exproprie et après, qu'est-ce qui se passe ? On a quelques milliers de capitalistes de par le monde qui finalement prennent des décisions pour l'ensemble de la planète. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve il faut les arrêter parce qu'ils ont une capacité de nuisance incroyable. Donc oui, c'est ça être communiste pour nous. Être communiste révolutionnaire, notre projet, c'est d'exproprier. Le vrai communisme, finalement, c'est d'exproprier ces grands groupes et de les gérer collectivement. Oui, de les gérer collectivement et démocratiquement. Et pour moi, ce sera ça, la vraie démocratie. Vous savez, avec la réforme des retraites... Avec quelles conséquences économiques on a beaucoup parlé de déni démocratique. De déni démocratique, moi je pense qu'il est là, le déni démocratique, dans ces grands groupes capitalistes qui prennent des décisions pour les travailleurs et pour toute la planète. Voilà. Et je pense que diriger collectivement, eh bien oui, on serait en mesure, justement, de prendre des décisions en fonction d'abord des besoins. Et qu'est-ce qu'on fait de tous les salariés, justement, tous ces salariés qui travaillent dans ces gros groupes notamment ? Ils travailleraient bien sûr, ils travailleraient cette fois-ci, non pas pour enrichir une poignée de parasites, mais ils travailleraient pour satisfaire les besoins de la population, pour respecter la planète. Voilà, ils travailleraient justement pour faire avancer à nouveau la société. Pour défendre ces idées-là, à l'échelon européen, ça peut être un échelon intéressant pour vous. Est-ce que vous avez l'idée justement de proposer des listes pour les élections européennes dans un an, l'an prochain ? Nous serons présents, mais pour nous, l'échelon où on veut proposer ces idées-là, c'est le monde du travail. Et le monde du travail, mais même à l'échelle internationale, nous pensons qu'on doit s'adresser évidemment à tous les travailleurs de ce monde, et que ce sont eux qui font tourner finalement l'économie. Vous savez, ces multinationales, elles font travailler finalement les travailleurs de 50, 60, 80, 100 pays ensemble. On sait travailler ensemble. Eh bien, on doit pouvoir aussi ensemble prendre des décisions. Et je peux vous dire que là, oui, on pourrait planifier, y compris l'économie, et faire de la planification écologique à l'échelle internationale, ensemble, en imposant les intérêts de la population. Là, aujourd'hui, on a un sommet cette semaine à Paris, justement, pour réduire la production de plastique. Vous ne pensez pas, justement, un sommet entre États ? Ça ne peut pas être une option aussi, justement, entre États, de décider, de pouvoir avancer sur ces questions écologiques ? De toute façon, c'est à l'échelle internationale qu'on résoudra le problème. C'est là que les solutions nationales, raisonnées à sa petite échelle, là, de son État, ça ne marche pas. On a une seule et même atmosphère. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est à l'échelle internationale. Mais si les États ressortent avec des beaux programmes, des belles programmations, et puis s'ils sont incapables d'interdire aux industriels de fabriquer du plastique en veux-tu en voilà, de faire du suremballage, on en sera au même point. C'est ça la réalité. S'ils veulent pas leur interdire, s'ils veulent pas le bras de fer, en fait c'est toujours pareil. C'est les grands groupes qui imposeront leur politique, et puis on se retrouvera avec des océans, des îlots de plastique comme ça existe aujourd'hui. En tout cas, vous appelez, j'imagine, la multiplication de ces mouvements, de ces actions, comme on l'a vu du côté de l'Assemblée générale de Total vendredi dernier. À ce sujet, vous semblez d'accord, plus ou moins d'ailleurs, avec Elisabeth Borne, qui a déclaré que ces militants sont dans leur rôle d'alerter. Je ne sais pas si vous saluez cette prise de position ou si vous
estimez qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cela ? Oui, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas spécialement. Oui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que nous levions, nous, voilà. Tous ceux qui subissent, tous ceux qui réalisent l'urgence de la situation, les jeunes, les moins jeunes, le monde du travail, il faut se lever contre tout ce qui se passe, que ce soit cette pollution, ce réchauffement climatique, que ce soit aussi l'exploitation. Aujourd'hui, on est en train de nous faire les poches avec l'inflation, véritablement. Pour moi, l'inflation, c'est une rançon. Une rançon qui s'ajoute à l'exploitation et qu'on paye à qui ? Toujours pareil, aux plus puissants en fait des capitalistes. Vous savez, les super profits qui sont annoncés par Total, Cargill, c'est un grand céréalier, par toutes les industries automobiles, c'est le fruit du fait qu'ils ont fait flamber les prix. C'est eux qui les ont poussés à la hausse, leur prix. C'est pas quelque chose de naturel. Donc il faut qu'on se lève contre tout ça et ça doit venir de nous, de notre révolte, de notre colère. Et non pas de Bruno Le Maire qui a appelé à des négociations qui vont se rouvrir entre distributeurs industriels. Non, parce que, écoutez... Selon vous vous n'y croyez pas ? Non, je n'y crois pas. Et ça sera... Vous savez, il y a une loi dans cette économie capitaliste, c'est que les puissants, les groupes capitalistes les plus puissants imposent leurs lois aux plus petits. Sur la réforme des retraites, est-ce que les Français ont tourné la page selon vous aujourd'hui ? Moi, je crois que le feu couve toujours. On l'a vu lors du 1er mai avec des manifestations qui étaient vraiment très importantes et avec encore cette volonté de dire on ne l'accepte pas. On n'est pas d'accord. Et je pense que le 6 juin, ça peut être encore une journée, puisqu'il y a une journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Voilà, à l'appel de tous les syndicats, une journée de grève et de manifestation. Je pense qu'elle peut être aussi encore très forte. Et c'est important de dire que non, nous ne nous avouerons pas vaincus. Même si les syndicats sont retournés à Matignon, eux, pour discuter sur les futurs projets avec le gouvernement. Si ça leur va de perdre du temps comme ça, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce que je sais, c'est que les travailleurs, ils restent... C'était une erreur de leur part, vous pensez ? Non, mais moi, je sais que de toute façon, c'est leur politique. Leur politique, c'est de croire qu'en s'asseyant autour de la table, on peut arracher des choses. Moi, ma conviction, c'est que c'est le rapport de force. Et ce rapport de force, ça dépend de la présence, de la mobilisation de millions de salariés, de femmes et d'hommes. Voilà. Et il y a un rapport de force aussi à l'Assemblée nationale. Il faut le dire tout de même avec cette proposition de loi, on le verra, du groupe Lyot, qui peut peut-être passer, qui demande l'abrogation de cette réforme de retraite, avec la majorité de l'autre côté qui pourrait utiliser l'article 40 pour ne pas voter le texte qui serait déclaré potentiellement comme irrecevable financièrement. S'il n'y a pas de vote, en l'occurrence, sur cette proposition de loi, vous en pensez quoi ? Voilà, vous voyez, donc c'est même pas un rapport de force, parce qu'en fait, le gouvernement, il a le moyen de faire taire l'Assemblée. Enfin, c'est quand même incroyable. Dans un pays qui se vante être, le phare de la démocratie mondiale. Donc non, il n'y a pas de rapport de force à l'Assemblée nationale. C'est une énième péripétie politicienne, comme il y en a eu déjà je ne sais combien pendant tout ce mouvement. Ce qui a fait la force de ce mouvement, ce sont les femmes et les hommes dans la rue, en grève. Et si on veut pouvoir repartir à l'assaut, c'est bien cela qu'il va falloir retrouver. Et comme Charles de Courson, à l'origine de cette proposition de loi du groupe Lyot, vous pensez que le gouvernement peut finir par être renversé sur cette question-là ? En général, je ne pense pas comme Charles de Courson. Pas du tout. En tout cas, est-ce que vous estimez que ce gouvernement, alors je vais vous poser la question autrement, est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut tomber sur cette réforme des retraites ? J'en sais rien, mais non, mais ou est-ce que ça n'a pas d'importance ? Franchement, je ne le crois pas. Tout ça, on veut nous faire croire qu'il y a un suspense de ce côté-là, mais non, encore une fois, ne nous laissons pas balader comme ça de faux suspense en faux suspense. Ceux qui ont fait le suspense pendant ces 4 mois, ça a été les travailleuses et les travailleurs, parce qu'ils se sont levés, parce qu'ils ont eu ce courage-là de partir à la bagarre. Ce sont eux qui ont créé l'événement, et encore une fois, ce sont eux qui le créeront demain. L'événement. Ne croyons pas que ce sont les politiciens ou quoi qui vont changer les choses. Passons aux paillettes alors, si vous voulez bien. Spécial. En l'occurrence de Cannes, vous avez peut-être suivi le discours de la Palme d'Or, Justine Triet, qui a profité de son discours en l'occurrence pour dénoncer la réforme des retraites. Sa contestation qui a été niée et réprimée selon elle par un gouvernement néolibéral qui tente de marchandiser la culture française. On a l'impression de vous entendre finalement là-dessus. Eh bien, vous voyez, voilà. Mais c'est pas. En fait, on a l'impression d'entendre les millions de femmes et d'hommes qui ont crié, qui se sont exprimés. Et c'est comme ça, effectivement, que le monde du travail, il influence toute la société.
il influence toute la société et il peut inverser le cours des choses. Et moi, écoutez, j'ai trouvé ça très bien que des artistes, y compris, s'engagent et disent ces 4 vérités au gouvernement. Alors, ça n'a pas plu à la ministre de la Culture, non, voilà, évidemment. On n'a pas apprécié. Mais écoutez, oui, moi, ça m'a fait plaisir. C'est pas paradoxal de le faire comme ça, justement, et Strass et Paillettes du Festival de Cannes, c'est pas un peu paradoxal? Non, elle a eu raison de le faire justement à ce moment-là. Mais oui, moi je crois que les, y compris encore une fois, les artistes, les créateurs, ils ont aussi, c'est leur rôle. Ils ont aussi leurs idées, et tant mieux que ils prennent, comment dire, ils choisissent ce camp-là, le camp des travailleurs. Vous savez, cette réforme sur les retraites, elle est vraiment, c'est l'injustice de l'injustice, hein. Parce que c'est contre des ouvriers, des ouvrières, contre ceux qui font les boulots les plus durs, qui ont commencé tôt. C'est contre cela qu'elle va se retourner. Et elle va avoir pour conséquence de faire terminer, d'obliger des femmes et des hommes à se retrouver en invalidité, à Pôle emploi, au RSA, sur les dernières années de leur carrière. C'est ça qui va se passer. Donc, que ça révolte, que ça mette en colère beaucoup de gens, oui, c'est bien normal. Ce week-end, Elisabeth Borne parlait du Rassemblement national, de Marine Le Pen. Selon elle, ce sont les héritiers de Pétain. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Première ministre à ce sujet? Est-ce que ce sont des propos que vous entendez à ce niveau-là? Je pense que oui. Travail, famille, patrie, je pense que le Rassemblement national a toujours été dans cette veine-là. Mais ça pose une vraie question. Ça veut dire qu'en gros, 42% des Français aujourd'hui sont pétainistes? Non, parce que les électeurs, les électeurs du RN sont pas ni les fondateurs, ni l'ossature, ni les militants du RN. Beaucoup d'électeurs du RN, vous le savez comme moi, se disent elle, on l'a pas essayé, tentons, c'est un petit peu faute d'autre chose. Donc, vous voyez, on est loin d'une adhésion aux idées pétainistes, mais que le RN, lui, dans son code génétique, j'ai envie de dire, et cet héritage-là, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Un mot très rapide. On a une trentaine de secondes à peine sur l'immigration, le projet de loi immigration, en l'occurrence, du gouvernement, avec les accords, désaccords, discussions avec les LR, et notamment le gouvernement qui pourrait revoir la question de ce titre de séjour pour les travailleurs sur les emplois justement sous tension. C'est regrettable selon vous, hein? Mais de toute façon, il suffit d'ouvrir les yeux. Qui travaille sur les chantiers? Qui travaille dans les cuisines de la restauration? Regardez, le meilleur boulanger de Paris est tamoul. C'est ça la classe ouvrière. Vous savez, moi, quand on parle de l'immigration, quand on parle des immigrés, moi, ce que je vois, c'est des travailleuses et des travailleurs qui travaillent dur. C'est manquant. Et tous les droits qu'on cherche à leur enlever, c'est une attaque contre mon camp. Et moi, je m'oppose absolument à cette politique anti-immigrée qui est en réalité une politique anti-ouvrière. On vous a entendu. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous.